première chose, pour Tech Fest 2026, s'il y a plus de femmes à cette table ronde, les échanges ne seront que plus intéressants. Faites passer le message à vos directions. Moi, en tout cas, c'est fait. Rapidement, peut-être, pour commencer, avant qu'on parle vraiment de cette Silicon Valley française, rapidement, vous présenter et puis présenter vos organisations. Nicolas, peut-être la DRT. Bonjour à tous, Nicolas Bédouin, je suis le directeur des partenariats de la recherche technologique du CEA. Le CEA, grand centre de recherche qui fête ses 80 ans. Et dans la recherche technologique, ce qui nous anime, c'est vraiment monter en maturité des technologies pour les transférer dans l'industrie, dans 3 grands domaines. Le numérique, bien entendu, avec le hardware, les semi-conducteurs et le software. Les énergies décarbonées et la santé. Merci. Éloi, Unity SC, c'est peut-être pas la plus connue. Non, Éloi Delorme, je suis directeur général d'Unity SC. Nous sommes équipementiers pour l'industrie du semi-conducteur. Nous fabriquons des machines de métrologie et d'inspection. Nous réalisons 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes basés à Montbonneau. Nous allons bientôt déménager à Saint-Imier. Que dire ? Très présent à l'export, plus de 99% de notre chiffre d'affaires. On aide les fabricants de semi-conducteurs à augmenter leur productivité et la rapidité de mise en place de leurs nouveaux processus. Florent, Applied Materials. Merci Mathieu. Donc je représente Applied Materials, je suis Florent Ducrot. Applied Materials, c'est une société américaine avec le siège social basé en Californie, dans la Silicon Valley. Nous avons ici un bureau qui est à Bernin. Nous sommes voisins avec Cyril de Soitec. Que fait Applied Materials? Applied Materials, c'est le leader mondial dans l'ingénierie des matériaux. Et en fait, nous fabriquons des équipements qui permettent de fabriquer les composants électroniques et les écrans plats que vous avez dans les équipements que vous utilisez dans votre cadre professionnel ou personnel. On y reviendra s'il y a d'autres questions voilà. au fil des échanges. Cyril, Soitec, c'est peut-être le nom, en tout cas sur la région grenobloise, avec le CEA peut-être, mais c'est le nom qui résonne le plus auprès du grand public. Mais Soitec, vous faites quoi? Parce que pas tout le monde forcément vraiment sait ce que vous faites. Effectivement, on est le local de l'étape, puisqu'on a notre siège social dans le Grésivaudan, à Bernin. Bien sûr, on est issu du CEA. Il y a beaucoup de start-up et on s'en félicite. On a été une start-up, voilà, on passait à l'ère industrielle maintenant avec un chiffre d'affaires autour de 1 milliard. Et chacun d'entre vous, vous avez un bout de Soitec dans votre poche, puisqu'on est dans 100% des smartphones depuis maintenant plus de 10 ans. C'est un des produits qu'on vient vendre derrière pour faire des composants qui vont aller dans les smartphones, mais pas que. Donc Soitec, on fait des substrats sur lesquels on va venir faire des composants pour équiper un grand nombre d'objets connectés, les smartphones, les data centers, les voitures, qu'elles soient électriques ou à combustion. Donc si on fait la chaîne des puces, les puces, elles sont imaginées, conçues au CEA à Grenoble. Elles sont fabriquées sur des wafers qui sont des disques de silicium fournis par Soitec. Les puces sont gravées avec des équipements de Applied Materials et testées avec Unity. Parfait, je pense. La chaîne est là. Bon. Oui, c'est ça. Pardon, on est bon. Silicon Valley française, l'Europe, avec son Chips Act, a la volonté de faire passer le marché des semi-conducteurs fabriqués en Europe. Aujourd'hui, c'est à peu près 10% des semi-conducteurs qui sont fabriqués en Europe. L'Europe a la volonté de passer à 20 d'ici 2030. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et sur cette même période, donc dans les 5 prochaines années, on estime que le marché va à peu près doubler. Ce qui fait que la part des semi-conducteurs européens devrait faire x4 d'ici 5 ans. Je suis bon dans les calculs. Première question, ce x4 là, dans 5 ans, c'est possible? Rapidement, oui, non? Moi, je dirais que c'est un projet ambitieux. On travaille tous sur cet objectif et je pense que on va tout faire pour y arriver, en partenariat, collaboration, et s'assurer que l'Europe garde sa place au niveau de l'écosystème mondial dans les semi-conducteurs. Donc, on a une espérance qu'on arrivera ou qu'on arrivera proche de cet objectif. On va y arriver. 5 ans. CEA. Nicolas, pardon.
Excuse-moi. Oui, je pense que c'est tout à fait réaliste. Aujourd'hui, la croissance, ce qui est évident, c'est que le marché va atteindre 1000 milliards à 2030. En Europe, on a des enjeux, on a les volumes, on a un certain nombre de secteurs applicatifs aussi qui tirent ces volumes. Et bien entendu, on a besoin, je pense, cet objectif semble assez ambitieux, mais à la fois a été longuement étudié et tout à fait réaliste pour l'Union européenne. Oui aussi, Éloi? Je vais dire oui. On a de magnifiques idées, on a de très belles idées, on a des capacités. Il faut maintenant qu'on arrive à convertir ces idées, à les réaliser en produits et à les vendre, à réaliser un chiffre d'affaires. Donc ça veut dire être capable de produire et transformer toute la chaîne, de l'IP jusqu'à la production, et garder cette production-là aussi en Europe. Cyril, oui, non? Alors c'est un objectif ambitieux, il faut se le dire. C'est une croissance assez importante qui va nécessiter, alors on le dit assez souvent, que le semi-conducteur nécessite des investissements. Ça nécessite aussi beaucoup d'innovation. Et c'est par l'innovation, encore une fois, qu'en Europe, on peut se différencier et qu'on peut être compétitif. Et puis ça nécessite aussi des talents. On a besoin de talents pour aujourd'hui, pour demain, pour avoir un semi-conducteur qui se développe en Europe et un semi-conducteur qui se développe aussi de façon durable. On en parlera certainement après. On parlera de ces notions, on parlera notamment, il y a beaucoup de jeunes avec nous aujourd'hui, on parlera notamment de cette notion de talent là, je voudrais vous entendre là-dessus. Vous avez tous dit oui, alors certains ont dit oui, oui mais, donc vous êtes tous des optimistes. Ça semble quand même, quand on regarde les chiffres, est-ce que 50 milliards c'est assez pour y arriver? Parce que c'est le budget que l'Europe attribue à cet objectif, attribue pour arriver à cet objectif. 50 milliards c'est assez? Vous êtes obligé de dire oui maintenant. Un bon début. Il fallait commencer quelque part. Est-ce que ça sera assez pour arriver aux 20% ou peut-être plus que les 20%? Il va falloir qu'à un moment ou un autre, on puisse attirer des usines qui nous fabriquent des composants avancés de la taille des 5, 3 ou 2 nanomètres, de façon à pouvoir réaliser cet objectif. Après, on travaille beaucoup en Europe sur l'industrie automobile, sur les véhicules. On est tous en attente en fait des véhicules électriques et automatiques. On aura besoin en fait de cette croissance pour nous aider à arriver là. Si on ne peut pas passer ce cap-là, ça va effectivement être un challenge. Une réaction, oui. Les 50 milliards du CHIPS Act, c'est une décision politique. L'argent ne vient pas que du public, il vient aussi du privé. Aujourd'hui, il y a des besoins de financement qui sont extrêmement importants. Quand on compare avec la Silicon Valley américaine, lever des fonds sur une start-up, c'est possible en France. Lever des fonds sur un développement, c'est possible en France. Passer à l'étape suivante, passer au financement d'une usine, passer au financement d'une unité de production. Nous, on a fait une levée de fonds il n'y a pas très longtemps, en 2022. Il n'y a pas assez de concurrence dans les fonds d'investissement. Je suis très content d'avoir travaillé avec Jolt, avec Supernova, avec BPI, il n'y a pas de souci. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont capables de nous rejoindre dans la deep tech. On fait de la techno, on fait du hard, on fait des machines. Donc on a besoin de cette multiplicité d'investisseurs qui viennent du monde financier, mais aussi industriel, parce que sinon, notre métier, il faut le comprendre pour pouvoir le financer. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Ce passage à l'échelle, alors vous l'avez... il est un peu derrière vous maintenant chez Soitec, même si récemment, vous avez investi dans une nouvelle usine? Alors il est derrière nous, oui et non, puisque en fait, même si Soitec, effectivement, on a fait x5 en chiffre d'affaires sur les 10 dernières années, mais on est toujours en train de se réinventer. Il faut toujours avoir en tête que cet esprit d'innovation, cette collaboration dans la Silicon Valley, en termes d'innovation, elle est nécessaire. On a effectivement un produit, je parlais tout à l'heure des smartphones, qui représentait il y a 3 ans 60-70% de notre chiffre d'affaires. Il est nécessaire à chaque fois de se réinventer, de réinvestir sur l'innovation, de se diversifier. Aujourd'hui, on a 4 produits qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires, qui adressent l'automotive, qui adressent les smartphones, mais qui adressent aussi les data centers avec le Photonics, et demain qui adresse les véhicules électriques. Et cette innovation, elle se fait notamment sur ce territoire qui a un grand nombre d'atouts pour ça. Alors la liaison est toute faite, on parle de Silicon Valley française, là ce territoire entre Grenoble et Chambéry, je le résume comme ça. Nicolas,
tu reviens quasiment de la Silicon Valley. Alors, je ne sais pas s'il faut dire la vraie ou de la Silicon Valley américaine, en tout cas celle qui porte le nom, qui a porté le nom en premier, la Californie. Quelle différence déjà tu vois? Et puis, est-ce que ce terme de Silicon Valley française, on se le donne ici à Grenoble parce qu'on est très chauvin, ou il y a des similitudes et il y a des bonnes bases pour qu'on appelle ici ce territoire la Silicon Valley française? Alors, pour moi, c'est tout à fait réel et on est connu. Hein. Ça veut dire que cet écosystème, même bien entendu plus petit que la Silicon Valley américaine, est reconnu dans le monde. Ça, c'est évident. Et je pense qu'on a aussi les mêmes recettes de réussite. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps, avec de l'histoire, où on a réussi à faire marcher un triptyque, c'est l'éducation, la recherche et l'industrie. Et en fait, c'est ce triptyque qui s'est développé, cette synergie de travailler ensemble, de travailler en équipe grâce à un écosystème et qui nous a permis d'innover ensemble. Et ces réussites ont permis de réinvestir, de recréer des réussites, des startups. Et pour moi, cette recette de réussite est la même qu'on retrouve, on va dire, dans la Silicon Valley et ici à Grenoble. Florent, tu as aussi longtemps, en tout cas, tu as vécu dans la Silicon Valley californienne. Ce que vient de dire Nicolas, là, ce triptyque, c'est ce qui fait la force de ce territoire-là, mais c'est ce que tu retrouves là-bas. C'est pas usurper ce nom de Silicon Valley française? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. On n'a pas à rougir en fait de ce que l'on fait aujourd'hui ici. On a tous les ingrédients pour réussir. Travailler en collaboration, on a un centre de recherche et développement qui est reconnu dans le monde avec le CEA Leti. Nous avons des fournisseurs, comme le disait Cyril au début, qui fournit des composants dans le monde entier et dans plusieurs équipements. Donc je pense qu'il faut qu'on se souvienne d'où on vient, où on est aujourd'hui, et puis se souvenir qu'on a un avenir qui est plutôt brillant devant nous. Je pense qu'il faut qu'on continue de travailler ensemble, continue d'innover, continue de partager aussi les réussites de façon à ce qu'on ne fasse pas tous la même erreur. Et je pense qu'on n'a pas du tout à rougir, non? Absolument pas. On n'a pas à rougir. Alors, vous avez un point commun, Soitec et Unity. Soitec, je le disais tout à l'heure, vous avez Bernin 4 qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps et vous êtes resté sur le territoire. Et Unity, là, vous venez de faire le premier coup de pioche, coup de pelle de votre future usine et vous avez choisi aussi de rester dans cette vallée-là. Pour Bernin 4, comme pour Unity, c'est pas la même taille d'usine, mais vous vous êtes posé la question à un moment d'aller ailleurs, alors peut-être d'aller en Asie, d'aller aux États-Unis? Oui, forcément. Et pourquoi vous êtes resté? L'industrie d'équipementier pour le semi-conducteur est extrêmement capitalistique. On a besoin d'investir énormément d'argent. On dépense plus de 20% de notre chiffre d'affaires en R&D. Donc il faut du financement par rapport à ça. On a atteint l'équilibre cette année en faisant 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a embauché plus de 120 personnes sur les 5 dernières années. On a multiplié par 5 le volume d'activité sur les 5 dernières années en nombre de machines. Si on a réussi à faire ça, c'est grâce aux talents qui sont dans la région et qui nous ont permis, ou qui nous ont rejoints dans la région et qui nous ont permis de le faire. On a besoin d'aller chercher de l'argent. Quand on va chercher de l'argent, on rencontre différents types d'investisseurs. Il y a des investisseurs français, mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs étrangers. Ces investisseurs étrangers, généralement, quand ils regardent la société, c'est aussi pour la faire déménager. Quand on a eu le choix de notre côté de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, on veut devenir chinois, on veut devenir américain, on veut devenir asiatique, hors des sentiers entre guillemets plus communs. La vraie réflexion, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ici, on a à peu près tout pour réussir. Contrairement à ce qu'on pense, alors si on regarde juste le salaire net, c'est un peu compliqué, mais le coût du travail en France est moins élevé qu'à Singapour et moins élevé qu'à Taïwan. Répétez. Le coût du travail, salaire brut, plus charge patronale, est moins cher ici qu'à qu'à Taïwan, qu'à certains endroits en Chine, aux États-Unis, et c'est ce qui fait aussi la différence. Et on a des gens qui ont une compétence, un savoir-faire qui est quasiment inégalé. Beaucoup d'étudiants partent faire leurs études à l'étranger ou finir leur postdoc, mais ici, on a des gens extrêmement talentueux. Et c'est ce qui nous permet de développer des solutions innovantes que l'on sait transformer en produits, que l'on sait industrialiser, que l'on sait fabriquer et que l'on sait vendre.
Donc il faut juste essayer, tenter, faire, se tromper, repartir. Et c'est ça la recette. Cyril, Je vais rebondir en étant totalement cohérent. Il faut avoir en tête, déjà quand on vient industrialiser à Bernin 4, il faut avoir en tête ça a commencé il y a 5-6 ans l'histoire, notamment avec le Leti. On a d'abord travaillé avec le Leti, après on a investi au Leti dans des équipements de façon à réaliser ce nouveau produit. vous avez un labo commun Pardon, Vous avez un labo commun Un labo commun, oui, avec des investissements que réalise Soitec, notamment en partenariat à l'époque aussi avec Applied Materials. Donc, tu vois, on a déjà le réseau qui fonctionne à ce moment-là, au moment de l'innovation. Et puis après, quand se pose la question de l'industrialisation, on a aussi un réseau différent, mais notamment pour construire l'usine, pour pouvoir la faire sortir de terre très rapidement, puisque la vitesse est très importante dans cette industrie. Et l'usine a été construite en moins d'1 an. Et entre le moment où on a fait la pose de la première pierre et le démarrage de la production, on a mis 15 mois. Et ça, tu ne peux pas le faire dans beaucoup de lieux. Voilà, c'est parce que tu as un écosystème autour de toi. Tu as des talents, accès aux talents. Et puis pour terminer sur le sujet de la compétitivité, je rappelle souvent que Soitec, 70% de l'activité de production se réalise en France. On exporte à 80% en dehors d'Europe. Et on a 70% de part de marché. Et on est compétitif, voire largement compétitif par rapport à nos compétiteurs qui sont asiatiques. Donc oui, c'est possible, mais c'est possible parce qu'on a les talents qui nous permettent d'innover et de toujours progresser. Florent, je vais y arriver. François. Chez Applied, quand on parle aux Américains de Grenoble, alors oui, ils connaissent cette Silicon Valley-là, mais les deux éléments là qui ont été mis en avant par Cyril et par Éloi, notamment les talents, c'est des choses... tes patrons américains, ils sont sensibles à ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Cyril et Éloi. Les talents, c'est quelque chose sur lequel Applied Materials s'investit énormément. Aujourd'hui, nous, on ne fabrique pas en France. Par contre, on a des projets, on a des partenariats avec les acteurs de la Silicon Valley française et des universités sur lesquelles on essaye de véhiculer l'image du développement et du besoin des talents bien sûr dans la mixité des talents, c'est aussi important. Mais oui, ils sont tout à fait sensibles à cet argument-là. Oui. Vas-y. Oui, je pense qu'en fait aussi, voilà, les clés du succès, c'est des talents, attirer les talents. Et je pense qu'à Grenoble, on a quand même une très bonne formation et la capacité avec des écoles d'ingénieurs d'alimenter. Et d'ailleurs, on trouve énormément de Français dans la Silicon Valley, hein, pour être clair, américaine. Donc des talents, de l'argent, ça veut dire des gens qui ont des capacités à prendre des risques, à investir, et puis de l'audace. Voilà, l'audace, c'est aussi innover, ne pas avoir peur, accepter de se tromper, mais ça veut dire prendre des risques. Alors, ce terme-là, quand on préparait la table ronde, tu l'as répété à plusieurs reprises, je l'avais surligné, audace. Ça ne se décrète pas, l'audace. Des filières de formation, ça peut prendre du temps, mais on peut les développer. Construire une usine, on le décide à un moment. L'audace, c'est quelque chose qui est difficile c'est une alchimie qui est compliquée à faire. C'est une culture et c'est aussi un message aux jeunes générations qui sont là. Aux États-Unis, on accepte l'échec. Il n'y a pas de problème de se tromper. Bien sûr, quand on se trompe vite. Ça veut dire que quand c'est un échec, le but, c'est de savoir rapidement que c'est un échec. Et puis, on évite de se tromper 2 fois. Par contre, s'être trompé, c'est normal. C'est aussi avoir essayé, c'est avoir tenté. Et donc, c'est presque valorisé. Voilà, donc je pense qu'on est en train de comprendre ça. L'esprit de start-up, c'est aussi ça, hein, parce que voilà, Soitec, c'est une belle réussite, mais il y en a beaucoup qui sont restés aussi, qui ont malheureusement sont tombés au milieu du chemin. Mais c'est cette capacité à vouloir innover, créer, et si on a des certitudes, ce n'est plus une innovation, quoi. Alors, je ne sais pas qui veut réagir, mais j'allais vous demander ce qui manquait quand même à cette Silicon française pour continuer de grandir. Est-ce que c'est ça aussi, cet état d'esprit qu'il faut quand même piquer à la Californie? Il n'y a pas que du bon aux États-Unis, mais on peut leur piquer ça, apprendre à se tromper. Cette audace-là, je trouve que c'est difficile à mettre en place, mais c'est ça qu'il faut un peu insuffler, Cyril? L'audace, oui. Et quand on regarde l'histoire de Soitec, on peut parler d'histoire, parce qu'il y a maintenant plus de 30 ans depuis la création. Il y a eu des moments de réussite, puis il y a eu des moments aussi d'échec.
de doute. Et c'est dans ces moments-là où il faut savoir, alors ça se prépare même à l'avance, savoir se diversifier, savoir se réinventer. Rien n'est jamais acquis. Et quand en 2014-2015, pour nous, ça a été très très difficile, voilà, savoir se réinventer et continuer à aller de l'avant, se remettre en question sans arrêt, innover sans arrêt. Et cette industrie sait faire ça. Ils savent très bien le faire aux États-Unis. Dans cette vallée, on sait de plus en plus le faire. Et même dans les moments qui sont difficiles, il faut continuer à aller de l'avant et innover toujours et encore. Oui, je vais y arriver. Florent, c'est ça? Oui. Nous sommes des leaders de l'industrie des semi-conducteurs. Je n'osais pas dire des vétérans, messieurs, mais nous sommes des leaders de l'industrie. C'est à nous, en fait, de véhiculer cette image et d'aider cette jeune génération. En fait, quand on voit toutes les startups qui sont ici, je pense que de l'audace, il y en a beaucoup. À nous, en fait, de les aider, à nous de les coacher, à nous de les rassurer quand s'il y a des phases de haut et de bas. Je pense qu'on est passé par là dans nos industries, dans nos sociétés respectives, et je pense qu'on a beaucoup appris. Et c'est à nous maintenant de donner. Et je pense que c'est notre rôle en tant que leader, et particulièrement dans la vallée, de pouvoir communiquer avec cette nouvelle génération. Unity a été dans des situations très compliquées. C'est un regroupement de différentes sociétés, dont certaines qui n'étaient pas forcément en très bonne santé. Donc ça n'avait pas forcément fonctionné. Il a fallu essayer plusieurs fois pour y arriver. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir pu s'adosser auprès d'un groupe qui est le groupe Merck. Et on a une vraie pérennité, une vraie vision grâce à ces différentes tentatives qui, à un moment donné, le succès est arrivé, mais il n'est pas arrivé tout seul. Le succès, il est arrivé à force d'essayer, à force d'essayer. Et cette transmission, ce message sur l'audace, c'est le message que l'on donne aussi à nos équipes. C'est aider, comme le dit Florent, les entreprises qui sont à côté. Et ça, c'est important parce que ce que l'on a réussi à faire, peut-être qu'on va donner un coup de main à ceux qui sont à côté, qui vont peut-être l'essayer. Mais c'est aussi à nos salariés, c'est aussi aux gens qui travaillent avec nous, c'est aussi de tenter des choses, On risque rien. Si on se trompe, c'est pas grave. Et après, il faut pas s'enfoncer dans l'erreur. Mais il faut tenter. Si on tente pas, on est incapable de faire x5 en termes de nombre de machines produites dans le même atelier. Ça n'existe pas. Entre vous, il y a de la compétition, coopération. Alors, je vois qu'il rigole. La question derrière, c'est les talents. Quand quelqu'un part de chez Soitec pour aller chez Unity, derrière, il est débauché par Uplight et il retourne au CEA pour compléter sa formation ou ses recherches. Ouais, je pense qu'il y a... Éloi, tu as piqué combien de salariés à Cyril cette semaine? Attends, je te dis. Globalement, une dizaine, je pense. Sur les 5 dernières années, au moins une dizaine. Mais il s'est vengé, hein. Il m'en a piqué au moins 6 ou 7, dont des très bons qui viennent de partir, et je suis très fâché. Sérieusement, parce qu'on n'a pas si su les on garder. veut que cette Silicon Valley française continue de garder sa place, est-ce que le vivier de talent est assez important ou est-ce qu'il va falloir quand même accélérer sur la formation? Parce que depuis tout à l'heure, vous êtes très très positif, tant mieux, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas ici. Juste pour blague à part, c'est extrêmement important parce que ce qu'on peut proposer ou ce que Soitec peut proposer à certains salariés, à un moment donné, il y a peut-être un plafond. Et ce plafond, on peut aller le chercher ailleurs. Et c'est juste pas grave, parce que c'est l'épanouissement de la personne et c'est aussi la diversité d'expériences qui fait la valeur. Alors, ça participe aussi à la collaboration, hein. Quand tu pars dans une autre entreprise, tu emmènes aussi ton réseau, tes connexions, ton histoire, et ça facilite aussi la collaboration. Donc c'est important. Néanmoins, sur le vivier de talent, le pool de talent, est-ce qu'il est suffisant? Non, il n'est pas suffisant. Donc il faut, au-delà de cette mobilité entre les différentes entreprises, il faut aussi continuer à faire grossir le vivier de talent. C'est une bonne chose, on a besoin de recruter, et tout type de talent. Des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs. Et on parlait tout à l'heure d'audace. Donc si on est concret, c'est de bac à bac plus... de bac à bac plus 8, à bac plus 8. Des docteurs typiquement, et il y en a... Donc il y a un effort de marketing à faire aussi pour votre filière là. Il y a un effort de marketing et puis aussi il y a la constance quand tu travailles avec notamment les organismes de formation, quels qu'ils soient, y compris l'université. C'est-à-dire que cette industrie est aussi cyclique. Et dans les moments bas, il faut continuer à travailler avec eux, parce que dans les moments hauts, on a tous besoin de talent, mais dans les moments bas, il faut continuer à travailler avec eux pour préparer le cycle d'après. Et la constance, alors l'audace c'est important, mais il faut aussi de la constance dans les actions, parce qu'il y a des actions de fond,
notamment pour le développement des talents sur le territoire, pour continuer à supporter la croissance de cette Silicon Valley. Florent voulait réagir. Peut-être tu voulais des CV de collaborateurs de Cyril, non? Voilà. Ce que je voulais dire, on a fait beaucoup de parallèles depuis le début avec la Silicon Valley aux États-Unis. Quand on est là-bas, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens changent de société, changent beaucoup de sociétés. C'est peut-être aussi quelque chose qui a enrichi chacune des sociétés qui sont là-bas. Et peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse, pas assez changer les gens, mais si vous voulez, quand il y a des gens qui bougent de société à société, ça permet aussi de faire véhiculer les connaissances et tirer tout le monde vers le haut. En ce qui concerne les talents pour les universités, je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu plus de contact actif avec les universités. Mais nous, on va au contact des universités, mais il faudrait aussi que les universités viennent au contact de nous pour comprendre nos besoins. Je pense qu'au niveau du cursus scolaire, il y a des changements qui seront nécessaires pour répondre aux besoins de demain, particulièrement dans la microélectronique. Et bien sûr, on est tous ouverts à en discuter tous ensemble, mais je pense qu'on est un petit peu en retard là-dessus. Alors, il nous reste un peu 7 minutes. J'ai 2 questions. Alors, il y en a une qui prendra un peu de temps, peut-être assez rapidement. C'est Silicon Valley française en 2030. Est-ce que on peut faire Tech and Fest 2030 et le thème, ce sera la Silicon Valley européenne et ce sera toujours cette Silicon Valley-là. C'est possible? On a des gros concurrents en Europe où on collabore aussi avec eux? Alors, bien entendu, y a d'autres centres forts en Europe autour de la microélectronique. Mais on a, je pense, encore un leadership et on le gardera, je pense, à horizon 2030. Après, ce qu'il faut voir dans la Silicon Valley, c'est bien sûr tout ça, ça a été construit en partie autour des semi-conducteurs. Mais même la Silicon Valley américaine, c'est plus large que ça. Et aujourd'hui, je vois qu'on est en train de se développer dans les énergies décarbonées, on est en train de se développer dans la santé. Et donc, en fait, c'est aussi ces vagues successives qui font croître des écosystèmes. La Silicon Valley s'appelle toujours ça la Silicon Valley, mais c'est pas que le semi-conducteur qui drive la valeur. Il n'y a plus d'usine quasiment là-bas, en plus. Voilà, ils ont gardé la valeur ajoutée, la conception, un certain nombre de choses et quelques usines quand même. Je pense que Applied assemble dans la Silicon Valley. Donc il y a un certain nombre de... Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi demain l'IA qui va tirer aussi ça, ou du moins nous on a une spécificité sur tout ce qui est Edge IA, donc vraiment le calcul au plus près, on va dire, pour éviter de déplacer les données et donc avoir des consommations d'énergie extrêmement basses. Voilà, donc on a des spécificités qui, je pense, bien entendu, on est challengé, il faut toujours qu'on se remette en question, mais on sera toujours... on va dire, important dans l'écosystème microélectronique au niveau mondial à l'horizon 2030. Rapidement, vous partagez tous, on sera encore important, la Silicon Valley française sera la Silicon Valley européenne? Je partage le point. Je pense qu'il faut qu'on a un réseau déjà qui est solide. Il faut qu'on densifie le maillage en fait du réseau, qu'on travaille tous ensemble de façon à s'élever encore. Mais et puis après, on regarde l'environnement où on regarde les montagnes autour. Si on doit aller ailleurs en Europe, c'est peut-être la meilleure place pour venir. Pour vous partager ce point de vue, j'enchaîne avec ma dernière question. Si on souhaite que cette position devienne la Silicon Valley européenne à 2030, il va falloir que vos entreprises grandissent, recrutent, prennent peut-être un peu plus de place aussi. Et alors, il n'y a pas que vous, mais on ne pouvait pas accueillir toute la microélectronique qui est présente sur le territoire. On sait aussi qu'il y a des oppositions de la part de la population quand une usine s'agrandit. Notamment, il y a les questions de consommation d'eau qui sont très régulièrement soulevées. Est-ce qu'il va falloir aussi aller parler à la population, lui expliquer? Sur ce point-là, c'est très intéressant de vous entendre. Qui veut commencer? Cyril? Oui, alors je vais déjà commencer par quelque chose qui est important pour nous à Soitec et je pense qu'il va être de plus en plus important de façon générale pour le semi-conducteur, c'est que cette croissance, elle doit être durable. On doit prendre en compte la dimension environnementale, quelle qu'elle soit, que ce soit l'émission carbone ou les consommations de ressources naturelles. C'est quelque chose qu'on a bien en tête. Opposer croissance et environnement, c'est un débat forcément qui divise. Et il nous faut bien au contraire rassembler cette croissance avec un développement qui est absolument durable. Ça se matérialise par des enjeux, des objectifs et des actions autour de la réduction de l'émission carbone. On se le doit tous et on le doit tous à nos enfants, je pense.
avec des plans d'action. On peut innover, on peut réduire la consommation énergétique, on peut recycler de l'énergie. Sur nos sites industriels, on recycle de l'énergie. Et puis bien sûr, sourcer, aller chercher de l'énergie la moins émettrice de carbone possible. Et on sait qu'en France, on a un certain nombre d'avantages, notamment avec l'hydroélectricité qui n'est pas loin. Sur la consommation d'eau, on en entend beaucoup parler, c'est un vrai sujet, la consommation d'eau. Là aussi, il y a beaucoup d'innovations possibles. Je prends souvent notre site de Singapour. Il faut savoir que notre site de Singapour, il est alimenté à 99% avec de l'eau issue des stations d'épuration. Donc il y a des technologies qui existent, ça prend du temps. De l'eau sale, retraitée, recyclée et qui est ensuite approvisionnée auprès des usines de semi-conducteurs de l'île de Singapour. Donc c'est possible. Bien sûr, ça se fait avec les collectivités, mais on peut aussi faire plein de choses sur nos sites. Et là, typiquement, le recyclage peut aussi se pratiquer en interne. Je prendrai l'exemple le plus récent en date, qui est de début d'année 2024, où on a mis en service une nouvelle installation qui permet de réduire, enfin de recycler près de 15% de l'eau sur site. Donc on est passé d'un niveau d'à peu près 25% à plus de 40%, tout en conservant, en augmentant la production, ce qui nous a permis de réduire la consommation tout en augmentant la production. Et là, on parle bien de développement durable, de croissance durable. On fait plus avec moins de prélèvements en eau. Bien sûr, ça nécessite des investissements. C'est ça la question, c'est qu'il faut aussi investir sur cette industrie plus propre. Exactement, investir et puis investir aussi en capital humain. C'est-à-dire qu'on a des ingénieurs qui bossent sur ce type de sujet et on peut être différenciant. Alors après, on a choisi notamment sur l'eau, tout ce qu'on est en train de mettre en place sur l'eau, de le laisser open source, c'est-à-dire de le laisser ouvert à l'utilisation d'autres fabricants de semi-conducteurs pour qu'ils puissent s'inspirer de ce qu'on a mis en place chez nous et le mettre ailleurs. Éloi, sur cette question-là de dialogue avec la population finalement. Oui, il faut expliquer notre industrie. C'est très important pour qu'on nous comprenne. On est une industrie un petit peu, je ne vais pas dire méconnue, parce qu'ici, les gens nous connaissent, mais globalement, dans l'ensemble de la population française, l'industrie du semi-conducteur, elle est partout, elle est dans toutes les industries. Mais ce qu'on fait, nous, dans nos métiers, ce n'est pas forcément quelque chose dont on entend parler à la télé, dont on entend parler un peu de partout. Et aujourd'hui, on a des actions sur les investissements qui sont faits. Cette industrie, elle a eu des évolutions technologiques incroyables en termes de diminution du pas de gravure et ainsi de suite. Et ça, c'est grâce à beaucoup de R&D, beaucoup de développement. Pourquoi on ne serait pas capable d'améliorer les conditions de production de ce qu'on fait? Nous, on est en train de construire notre nouvelle usine dans le Grésivaudan. Merci à la communauté de communes qui a su nous aider, pas simplement pour trouver le terrain, mais aussi qui nous aide au quotidien pour, comme le disait Cyril, quand on construit en moins de 15 mois, c'est impossible sans l'aide de ces gens-là et c'est super important. Merci beaucoup. Ce qu'on construit aujourd'hui, avec le même volume d'activité que l'on a, on sera en énergie positive. Donc ça veut dire que notre énergie, avec la croissance, on va continuer à consommer de l'énergie, mais on en consommera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et on a mis beaucoup, beaucoup d'efforts dans cette construction pour arriver à faire quelque chose d'extrêmement, on va dire, protecteur de l'environnement, parce qu'on aime nos montagnes. Le CEA, évidemment, c'est des sujets de recherche. Et surtout, on essaye maintenant de mettre vraiment les enjeux sociétaux et les citoyens au cœur de nos innovations. Clairement, ces questions-là ont été entendues. Je pense qu'au niveau de l'Union européenne, on s'est structuré et toute la filière et toute la chaîne de valeur est en train de travailler sur la baisse de la consommation d'énergie, la consommation d'eau, les produits chimiques. Et je pense qu'on est vraiment en train de prouver que les semi-conducteurs sont une industrie qui est à la fois vertueuse et pérenne dans nos territoires. Voilà. Chez Applied, quand vous parlez aux Américains de ces questions-là, ils sont sensibles? Tout à fait sensible. On a en fait publié un Net Zero Playbook à l'horizon de 2030 qui travaille en fait sur 3 axes. L'axe premier, c'est nos usines de fabrication et nos bureaux pour obtenir une énergie renouvelable à 100%. Le deuxième axe, c'est en fait de travailler sur nos machines pour qu'on consomme moins d'eau, moins d'électricité, moins de produits chimiques.
Et on a aussi pour les nouveaux équipements qui arrivent, mais aussi pour la base installée, les équipements que nous avons déjà commercialisés, nous avons des solutions pour aider nos clients et nos partenaires. Et puis le troisième axe, on travaille beaucoup avec les communautés, et les communes, les villes où nous sommes installés pour comprendre leurs contraintes et essayer de travailler ensemble et enfin adresser ce problème. Oui. Merci beaucoup. On a légèrement dépassé le temps qui nous était accordé. Merci à vous d'être venu un peu présenter cette Silicon Valley française, en parler. Et puis rendez-vous alors en 2030 pour Tech and Fest 2030 pour parler de la Silicon Valley européenne. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Bonne Mathieu. fin de journée Merci. à tous. Merci. Merci.